Il était une fois un pape, Léon XIII. Léon XIII, en 1891, publie une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, c'est-à-dire qui accrédite l'idée que des travailleurs chrétiens puissent former des syndicats, ce qui était mal vu jusque-là par la hiérarchie catholique. Alors, lui, il a la formidable idée de former des curés, des prêtres, qui vont ensuite aller travailler dans différents pays. C'est ainsi qu'à Louvain, l'Université de Louvain en Belgique, Monseigneur Lapointe de Chicoutimi est allé se former à Louvain. Il est revenu ici, puis il a commencé à créer des syndicats, la Fédération ouvrière du Nord à Chicoutimi, travailleurs de la pulpe et du papier, tout ça. Ça s'est essaimé, et il y avait à l'époque deux types de syndicalisme. Il y avait le syndicalisme communiste et il y avait le syndicalisme américain qui parlait anglais et qui était protestant en règle générale. Alors, l'Église catholique au Québec a favorisé la création de syndicats nationaux et catholiques. C'était nos gènes, ça, à ce moment-là. Alors, en 1921, il y a eu une jonction des syndicats dits nationaux et des syndicats d'obédience catholique qui ont formé la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. C'était le nom de la CSN jusqu'en 1960. 59-60. À l'époque, on était influencé par l'idéologie de Bourassa, pour qui le Canada était libéré des forces du Dominion. Et dans la Constitution de 1921, il est dit que c'est anormal que des travailleurs d'un pays appartiennent à des syndicats qui sont situés dans d'autres pays, en règle générale, aux États-Unis. Bon, alors c'est comme ça que ça a commencé, avec des perspectives pan-canadiennes. Sauf que l'histoire s'est chargée de nous donner une vocation nationale québécoise. On a eu, c'était des erreurs de parcours parfois, quelques syndicats en Ontario. On a un syndicat actuellement en Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle. On a eu quelques syndicats des fois à Terre-Neuve. Bon, 99,99% des membres de la CSN sont au Québec. C'est pourquoi ça s'appelle dorénavant la Confédération des syndicats nationaux à compter de 1960, nationale et compris dans l'acception québécoise. C'est à ce moment-là aussi que sont nées les caisses populaires, qui est née l'UCC, l'Union des catholiques des cultivateurs, qui est née la Corporation des enseignants. Bon, tous ces mouvements-là, à 10 années d'intervalle, se mettent en place. C'est-à-dire, les Québécois commencent à se donner des outils de défense et de promotion de leurs intérêts. Mais c'est pas facile, parce que la structure manufacturière du temps, les propriétaires ne sont pas des Québécois. Quand c'est des Québécois, c'est des anglophones, mais en règle générale, c'est soit des Américains ou soit des Anglais d'Angleterre. De ça, c'est des usines de papier qui font affaire aux États-Unis avec des syndicats avec lesquels ils sont habitués de fonctionner, qui parlent la même langue qu'eux. Bon. Alors, il y a eu des luttes sur le droit d'exister, c'est-à-dire le droit d'avoir un syndicat qui nous ressemble, qui parle notre langue, qui partage nos valeurs. La valeur, l'Église catholique à l'époque, étant une valeur partagée par tous. Vu d'aujourd'hui, ça peut avoir l'air ringard, mais la structure sociale de l'époque allait dans ce sens-là. Bon. Alors, il y a eu des luttes extraordinaires à Windsor, à East Angus,
pour avoir le droit d'avoir un syndicat qu'on aurait choisi nous-mêmes et non pas un syndicat qui nous aurait été imposé par une compagnie qui amenait avec elle ses syndicats. Quand il ouvrait une usine, il amenait le syndicat de la pulp and paper je sais pas, de Colorado Springs, je pense qu'il venait ceux-là. Alors, il y a eu des luttes épiques. La plus importante d'entre elles s'est faite au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1943. En avril 1943, les usines de Dolbeau, Jonquière, Alma, qui s'appelait River Bend à l'époque, puis Kenogami, dans ces 4 endroits-là, les travailleurs voulaient avoir un syndicat affilié à la CTCC. Alors, ils ont pris des votes qui étaient colligés, parce qu'il n'y avait pas de code du travail à l'époque, il n'y avait pas de relation d'organisme gouvernemental pour gérer les relations de travail. Alors, ils prenaient des votes des travailleurs, et c'était un notaire qui était dépositaire des votes des travailleurs. Puis, bon, à 65-70%, ils voulaient avoir un syndicat affilié à la CTCC. Et puis leur slogan, c'était « On veut des syndicats catholiques et français ». Ce qui était une forme de lutte contre l'oppression nationale quand on pense que l'employeur parlait anglais, puis les syndicats que l'employeur voulait absolument garder là, parlaient anglais, puis ils s'entendaient très bien avec le propriétaire. Alors c'est une lutte. Ça peut avoir l'air ringard vu d'aujourd'hui, on veut des syndicats catholiques et français, mais c'est qu'on veut des syndicats qu'on va choisir nous-mêmes, qui vont parler notre langue, puis qui vont partager nos valeurs. Alors il y a eu une grève illégale, et le premier ministre Adélard Godbout, dont on ne dira jamais assez que c'était un homme de progrès, un libéral, il y en avait des libéraux dans le temps qui étaient des hommes de progrès. Alors, Godbout a mis sur pied une commission d'enquête présidée par le juge Prévost, qui a remis son rapport, et ça a donné lieu au premier code du travail, la loi des relations ouvrières. Cette grève-là a conduit directement à ce qu'on appelle le premier code du travail au Québec. Ça, c'est des luttes, je dirais des luttes à caractère national. C'est pas nécessairement, c'est pas la défense d'une augmentation de salaire, c'est la défense de son droit le plus absolu de choisir sous quelle forme on va exister. C'est bien sûr que il y en a maintenant qui font les gorges chaudes sur les origines catholiques de la CSN, mais de la même manière que c'est injuste de juger une situation antérieure avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, de la même façon, il ne faut pas lever le nez sur les conditions objectives qui existaient à ce moment-là. On était comme ça, on s'en est séparés, on a évolué, on a changé, on a eu des revendications sur la langue de travail dans les années 40, sur l'assurance chômage au début des années 40, pour revendiquer, par exemple, la formation en français sur les métiers de la construction, d'avoir des manuels en français, etc. Pierre Vadeboncoeur a écrit là-dessus des textes marquants pour expliquer comment la Révolution tranquille n'est pas arrivée comme ça, là, du jour au lendemain, mais que pendant 10-15 ans, des forces de progrès, à la CSN en particulier, avec des hommes comme Vadeboncoeur, Gérard Picard, Jean-Paul Geoffroy, Fernand Jolicoeur, Marcel Pepin, Jean Marchand, mais Jean Marchand, c'était un autre genre. Il y avait Picard, un cérébral, un intelligent, tout petit, qui écrivait les patrons négociaient toujours à partir des textes de Gérard Picard. Parce qu'il avait compris qu'en négociation, si c'est toi qui choisis les mots, tu as des chances que ce soit tes mots qui finissent par être acceptés. T'sais. Gérard Picard, aujourd'hui, il ne pourrait pas faire ce que Gérard Picard a fait dans les années 50. Marcel Pepin, aujourd'hui, ne pourrait pas faire ce que Marcel Pepin a fait dans les années 70. Gérald Larose est parti en 99. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il ferait. Mais il a fait un bout dans les années 80 pour réajuster quelques affaires après qu'on a pris une débarque. Puis on a écrit ensemble un texte, je me rappelle, la nouvelle trahison des clercs. Après le référendum de 80, il y a eu les penseurs, les militants, les intellectuels, ils sont retrouvés en campagne pour faire du fromage de chèvre. Nous autres, on était pognés à faire la job sur le terrain.
Venez nous aider, c'était un cri du cœur, venez nous aider. La bataille idéologique n'est pas finie, elle commence, puis on est mal pris. Alors, tu sais, chaque période apporte son niveau de difficulté, qui ne sont pas les mêmes que la période antérieure. Et puis là, le président actuel, Jacques Letourneau, un type formidable, mais son terrain de jeu, son espace d'intervention est beaucoup plus réduit que celui de Gérald Larose dans le temps, puis beaucoup plus réduit que celui que Marcel Pepin avait aussi dans le temps. C'est très, comment dire, c'est très injuste, je pense, de juger à partir de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas vrai que les années 70, c'était l'âge d'or du syndicalisme. Je me souviens, je disais souvent avec Marcel Pepin, on se demandait comment faire pour que notre message passe. Puis, alors qu'il y avait des mobilisations, on avait rempli le forum en 1971, après la manif de la presse du 29 octobre, on avait rempli le forum. Chartrand avait loué le forum, il n'y avait pas un sou. On avait passé le chapeau pour payer la location du forum. Mais il y avait quand même 15-20 000 personnes au début du mois de novembre 1971. C'était une mobilisation spontanée. À partir de 1949, Duplessis, la CTCC était identifiée comme un des principaux ennemis de Duplessis. Il y a eu des grosses grèves par la suite. Ça, je parle des grèves pour le droit d'exister, des grèves dans l'amiante en 1949. Sur le coup, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un moment charnière dans l'histoire non seulement du syndicalisme, mais du Québec. Il s'est passé des choses dans ce conflit-là. C'était de l'amiante. Hein? Alors aujourd'hui, avec ce qu'on sait de l'amiante, sauf que les autres, ils ne le savaient pas de façon scientifique, mais ils le savaient de façon empirique, parce qu'à 40 ans, à 45 ans, ils se cachaient les poumons, puis à 50 ans, ils étaient sous terre. Alors, c'est une lutte qui s'est faite sur deux fronts. La question de la santé, mais aussi la question de la reconnaissance syndicale aussi. Parce que M. Brown de New York, là, qui était le propriétaire de John Mansfield, il a même accusé Jean Marchand d'être un communiste. On lit ça dans des textes aujourd'hui, on se dit « Oh là là, il en avait fumé du bon celui-là », mais encore là, il faut se transposer, il faut se transporter dans les patterns idéologiques de l'époque. Ensuite, il y a eu le conflit de Dupuis et Frères. Dupuis et Frères, encore une fois, la CTCC s'est attaquée à l'élite bourgeoise canadienne-française, qui était propriétaire de Dupuis et Frères. Une grève où les femmes se sont révélées les actrices principales de la mobilisation et de la détermination. Puis ça, c'est un fait, ça. Dans les conflits, les femmes, ça leur prend un peu plus de temps avant de se décider. Mais quand elles sont décidées, c'est plus fort que les hommes. C'est plus radical. On n'est pas fait pareil, et on ne se voit pas de la même manière. Puis je pense qu'on est mieux d'assumer nos différences que d'avoir une fusion qui est artificielle. Moi, j'ai aucun problème à faire des alliances circonstancielles avec le Congrès du travail du Canada, avec les syndicats canadiens. Mais de la même manière que le Québec et le Canada, il y a des différences fondamentales, de la même manière, au plan syndical, c'est pas la même chose. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qu'ils font, mais ils ne font pas de la même manière, sur les mêmes bases, avec les mêmes convictions que nous autres. Nous autres, on a les nôtres, qui sont peut-être pas meilleurs, mais c'est les nôtres. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, et c'est Jean Marchand qui a été le principal, qui a bloqué ça avec Marcel Pepin. Parce que Picard, lui, Picard est un pan-canadien.
Sa fille était devenue une passionnariat indépendantiste, celle qui était mariée avec Yvon Thibouteau, le comédien, mais Picard, lui, a toujours été un fier Canadien. Bon. Marchand sentait que c'était pas fait pareil. Puis je vais te donner un exemple. Dans les années, fin des années 70, le gouvernement québécois, le gouvernement de René Lévesque, a voulu faire passer une loi sur les conditions minimales de travail. Pour assurer à ceux qui n'ont pas de syndicat des conditions minimales. Bon. Avec la syndicalisation, ça t'apporte des droits. Mais ça t'apporte aussi des devoirs. C'est-à-dire de faire en sorte que la force qui t'est donnée par le fait d'appartenir à un syndicat, il faut que tu en fasses profiter celles et ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès au syndicalisme. Alors ça, c'est une position qui a toujours été une position de la CSN. Puis je pense que ça tient ça de ses origines catholiques. La charité, l'ouverture aux autres, etc. Deuxième front, c'est ça. On se bat pour plus large que notre convention collective. Puis je me souviendrai toujours d'une réunion qu'on avait eue, à la fin, pendant ces débats-là, avec la FTQ. Et un dirigeant de la FTQ, un de leurs meilleurs dirigeants d'ailleurs, qui avait dit « C'est pas de nos affaires à nous autres, ça. S'ils veulent améliorer les conditions de travail, qu'ils syndiquent. » C'est un point de vue. Qu'ils syndiquent. Puis c'est vrai que c'est vrai. S'ils veulent se syndiquer. Sauf qu'il y a des conditions objectives qui font qu'il y en a qui ne peuvent pas se syndiquer. Puis qu'en se syndiquant, ben, ça ferait fermer la shop, ou alors, bon, toutes sortes de conséquences, etc. Alors, dans une approche ouverte, généreuse, la CSN, on défendait le fait que, même s'ils ne sont pas syndiqués, ce serait bon qu'il y ait une loi qui assure des conditions minimales de travail. Cette loi-là a été votée d'ailleurs, puis bon, il y a des centaines de milliers de personnes qui en profitent. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se syndiquer. Regarde dans les couche-tard, ça prend des... C'est la croix et la bannière pour avoir un syndicat au bout de 5 ans, puis bon, ceux qui étaient là au départ ne sont plus là. C'est bon. Une approche comme celle-là, ça tient beaucoup aux origines. Puis ça, écoute, les membres de la CSN aujourd'hui, qui sont porteurs de valeurs qui leur ont été transmises, qui ont été transmises d'une génération d'ouvriers à une autre génération, et puis ils ne savent plus d'où ça vient, sauf que c'est là. C'est là, puis ça se... Par exemple, Michel Chartrand donnait souvent la comparaison, et l'épaisseur des conventions collectives. Il disait, dans les unions américaines, les conventions collectives, c'est épais comme ça. Il dit, nous autres, les nôtres sont épaisses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des affaires qu'on s'occupe, puis les autres s'en occupent pas. Par exemple, la santé et sécurité. Tout ce qui touche le respect de la dignité humaine. Ici, le syndicalisme de type américain a été fortement influencé par le syndicalisme québécois. Louis Laberge a déjà dit à Vancouver que la FTQ avait besoin de la CSN, parce qu'à cause de la présence de la CSN, il donnait un rapport de force avec le reste du Canada qu'il n'y aurait pas eu autrement. C'est un peu comme une personne humaine. Hein? On est porteur de tous les gènes de ceux qui nous ont précédés. Dans le syndicalisme, c'est la même chose. C'est la manière dont les valeurs sont transmises, que les choses se sont formées dans la lutte, etc. On est porteur de ça. En 1976, le Front commun, Marcel Pépin avait négocié à la dernière minute avec Robert Bourassa. Il m'a téléphoné à 6 h du matin à l'hôtel Concorde. Il dit, je viens de gagner un mois de salaire, puis 30 % d'augmentation. Il avait eu le mandat des 3 centrales. En fait, c'était pas 30, c'était 29, quelque chose. 29 % d'augmentation. La semaine suivante, dans le jour, Jacques Parizeau a écrit un article pour dénoncer cet accord-là. Les travailleurs se sont fait fourrer. Et c'est 35 % d'augmentation selon ses calculs qu'il aurait dû avoir. Remets ça dans la situation actuelle. Ils vont peut-être avoir moins 2 %, là, mais dans le temps, 29,5 %, c'était quasiment une trahison, c'était une reddition. Mais tu sais pourquoi? Quand Pépin est allé en prison, les relations entre Pépin et Bourassa, je dirais que c'était une relation quasiment père-fils. Ça, j'ai vu ça très souvent. J'accompagnais Pépin pour rencontrer Bourassa. Pépin avait un ascendant
très fort sur Bourassa. Or, quand un juge de la Cour supérieure a condamné les trois présidents à 1 an de prison pour outrage au tribunal, c'était pas d'un plan ni de Jean Cournoyer, ni de Robert Bourassa surtout. Et c'est Choquette qui, lui faisait le frappe-à-bord là-dedans, Choquette, c'est bien sûr. Ministre de Justice, puis bon, avec l'intelligence qu'on lui connaît. Mais Jean-Paul Lallier avait démissionné de sa job de ministre de la fonction publique, c'est Cournoyer qui l'avait remplacé. Robert Bourassa a fait son fanfaron avec ça, mais au fond de lui-même, il n'était pas fier de lui. Or, Pepin avait annoncé qu'il quittait la présidence en juin 1976, et cette entente-là est arrivée la semaine avant le congrès où Pepin quittait. Moi, je suis convaincu que Bourassa, parce que Bourassa a dit à Pepin, il va me faire tuer par les chambres de commerce, tout ça, tu sais, 1 mois de vacances, là. Puis Pepin avait dit, pourquoi que ceux qui passent à Vadrouille ne seraient pas aussi bien traités que les autres, t'sais. Alors, Bourassa a pris sur lui le mois de vacances pour tout le monde. Ça, c'était révolutionnaire, ça. Puis des augmentations de ce genre-là. Je suis convaincu que, à quelque part, en dedans de lui, il devait se dire, Pepin, Marcel, je lui dois quelque chose, puis j'ai une chance de lui donner quelque chose avant qu'il parte. Puis ça, il ne le dira pas, peut-être même qu'il ne pensait pas, mais tu sais, dans son subconscient, quand je pense aux relations qui existent entre ces deux hommes-là, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et Jacques Lafrenière, qui est décédé, qui était journaliste, avait rencontré Bourassa quand il est allé enseigner à Bruxelles après sa défaite de 1916. Il est allé enseigner à l'Université de Bruxelles. Il est allé étudier le Front commun, le marché commun, tout ça. Là. Lafrenière m'a raconté avoir pris un repas avec Bourassa. Puis Bourassa lui a parlé de l'emprisonnement des présidents, comment c'était quelque chose qui était une tâche sur sa trajectoire de premier ministre. C'était des moments assez... des rêves spontanés, des journaux fermés. Imagine ça aujourd'hui. Montréal Star fermé une journée. Les postes de radio occupés à Sept-Îles, à Thetford-Mines, à Sorel. Pas juste la CSN, mais surtout dans le secteur public. Il n'y a pas les mêmes problèmes que dans le secteur privé a ses problèmes. Tu sais, je disais tantôt, maintenant, la grosse victoire syndicale, c'est quand tu empêches la shop de fermer. Tu sais. Disons qu'en termes de mobilisation, c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. Puis dans le secteur public, que ce soit à la CSN, à la FIC, à la CSQ, à la FTQ, Syndicat canadien de la fonction publique, ils sont pris avec le même corset législatif qui fait en sorte que, aussitôt que ça tourne de bord, il y a à peu près 22 articles de loi qui sont dirigés contre eux, avec toutes sortes de menaces d'emprisonnement puis d'amende. Il n'y a pas une entreprise privée qui a des menaces d'amende comme un simple travailleur dans un hôpital s'il marche un peu de travers. T'sais. Alors, c'est pas évident. Ils ne peuvent pas faire ça sans avoir l'appui de l'opinion publique. Et c'est dommage, parce que sur la question des retraites, ils avaient réussi à avoir un assentiment du public, mais la séance de frustration à l'hôtel de ville, ça les a fait reculer de je ne sais pas combien d'années-lumière. Puis là, je sais qu'ils essaient de reprendre le momentum. Mais ce genre d'erreur tactique-là, c'est... il y a 40 ans, ça marchait, ça. Ça passait, puis il y en avait à tous les jours, alors ça passait inaperçu. Mais aujourd'hui, alors qu'il y a tellement de choses qui ont changé, c'est apparu plus gros, finalement, que ce ne l'était en réalité, mais c'était déjà trop pour la sensibilité de l'époque. Alors, il faut qu'il aille chercher le soutien public, le soutien de l'opinion publique. Quand tu regardes les comparaisons salariales des fonctionnaires, des employés d'hôpitaux, des enseignants, ils prennent un recul. Depuis 40 ans, ils ne vont pas en avançant. Depuis 30 ans, ils ne vont pas en avançant, ils vont en reculant. Alors, ça, à un moment donné, il faut être capable d'apporter de l'argumentation,
une argumentation qui va faire en sorte que ça va convaincre, que ça va persuader. Et il faut aller faire le débat sur la place publique, là où se forge l'opinion publique. Si on reste sûr d'avoir raison, mais assis dans son bureau, bon, ben ça ne change pas grand-chose en face du monde. C'est pour ça que je disais tantôt, sortez de vos bureaux, allez sur le terrain, allez convaincre, allez faire des assemblées, allez faire des réunions, comme les partis politiques. Par exemple, le Parti québécois, il y a 40 ans, c'était sa force. C'était sa force d'aller convaincre, d'aller travailler. Maintenant, ils sont devenus une organisation, bon, ils ne savent plus où est le peuple. Ce qui fait que le peuple ne sait plus où ils sont. Puis là, ça a donné les résultats qu'on connaît. J'avais mon fils, il avait 5 ans sur les épaules. Puis à un moment donné, j'étais fatigué, j'ai voulu le faire marcher. Puis c'est Chartrand qui l'a pris, il l'a mis sur ses épaules. Ah ouais? Oui, sur la rue Saint-Charles, ici. Oh, il restait pas loin, Chartrand, ici. Non, ben, c'est-à-dire